sous-espace caractéristique, on a un K espace vectoriel grand E de dimension n, un endomorphisme petit f de E, qui a son polynôme caractéristique PC de f, qui est scindé. Je suppose qu'il est scindé. Donc f va être triangularisable. Son polynôme c'est 1, produit de 1 à p des lambda j moins x à la puissance mj. Évidemment, c'est un polynôme d'ordre de degré n, donc la somme des mj est égale à n. En fait, ici, on a les valeurs propres, lambda j, d'ordre mj. On appelle fj le noyau de l'endomorphisme f moins lambda j identité à la puissance mj. C'est le sous-espace, on l'appelle sous-espace caractéristique de la valeur propre lambda j. Théorème, E est la somme directe des fj. En effet, si je note P le polynôme caractéristique de f, c'est-à-dire ce polynôme-là, je sais que le noyau de P de f est égal à la somme directe des noyaux de ces polynômes-là en f, parce que ces polynômes-là sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc ça, et quart de P de f, ben comme P de f est égal à 0 d'après le théorème de Cayley-Hamilton, quart de P de f, c'est donc E qui va être la somme directe de ça. Et la somme directe de ça, c'est pareil que la somme directe de ça, parce que j'ai changé ça en son opposé, et que noyau de f de x est égal à noyau de moins f de x, parce que dire que f de x est égal à 0, ça équivaut à dire que moins f de x est égal à 0. Donc j'ai bien E qui est la somme directe des fj. Fj est stable par f. En effet, si je prends x appartenant à fj, donc j'ai f moins lambda j identité puissance mj en x qui est égal à 0. Autrement dit, j'ai pj de f en x qui est égal à 0 avec pj qui est ce polynôme-là. Alors si je regarde pj de f en f de x, ça va être pj de f rond f en x, et là je compose deux polynômes en f, celui-là et puis celui-là, bah, c'est le polynôme x en f, hein. Et donc je sais que je peux commuter les deux polynômes, donc que ça va être égal à f rond pj de f. On a démontré que p de f rond q de f est égal à q de f rond p de f. Et ça me fait f de pj de f en x, et pj de f en x est égal à 0. Et donc ça fait f de 0 qui est égal à 0 parce que f est un endomorphisme. Et donc f de x, donc j'ai démontré que ça vaut 0, et donc f de x appartient à quart de pj de f, autrement dit à fj. Et donc ça veut bien dire que si x appartient à fj, f de x appartient à fj, et donc fj est stable par f. Donc désormais, on note fj, la restriction de f à fj, je sais que c'est un endomorphisme de fj. Hein, je peux dire fj appartient à L de fj. Eh bien, la dimension de fj va être égale à mj, l'ordre de lambda j dans le polynôme caractéristique de f. Et le polynôme caractéristique de chaque fj est lambda j moins x à la puissance mj. Démonstration, je prends une base bj de fj, je réunis toutes ces bases pour en faire une base de E. Je peux le faire parce que les sommes directes des fj est égale à E. D'accord ? Les fj sont stables, donc une matrice de f dans cette base est formée des matrices des fj dans leur base bj. D'accord ? Et donc je me retrouve avec une matrice bloc, hein, où les mj sont donc les matrices des fj dans bj. Matrice carrée d'ordre dj qui est donc la dimension de chaque fj. Et puis évidemment la somme directe des fj ça fait E, donc la somme des dj est égale à n. Le polynôme caractéristique, quand je regarde ça, le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est-à-dire le déterminant de mf moins x in, eh bien je fais sur la diagonale moins x in partout, et je vais obtenir m1 moins x id1, m2 moins x id2, etc. Et donc le déterminant de L, ça va être le produit des déterminants, hein, ça continue à être des matrices blocs, donc produit des déterminants de mj moins x idj. Et comme le polynôme caractéristique de f est supposé scindé, eh bien chacun de ces polynômes-là va être scindé. Et donc, et ces polynômes-là, c'est quoi? C'est les polynômes caractéristiques de fj, bien sûr. Donc on triangularise chaque mj, hein, puisqu'ils sont scindés, et donc on peut triangulariser
Alors, quitte à changer les BJ, on suppose donc que les MJ sont triangulaires supérieurs. Donc, soit lambda maintenant une valeur propre de FJ. Donc, il existe un vecteur non nul de FJ tel que FJ de x est égal à lambda x. Et si x appartient à FJ, donc à ce moment-là, ça fait f moins lambda j identité puissance mj en x qui est égal à 0. Mais f moins lambda j identité en x, c'est lambda x moins lambda jx. Oui, c'est parce que ça fait f de x, donc ça fait lambda x moins lambda jx, donc ça fait lambda moins lambda jx. Et donc, on a f moins lambda j, alors, on a f moins lambda j identité à la puissance k en x, qui va être égal à lambda moins lambda j puissance k x par une récurrence facile. On vient déjà de voir que c'est vrai pour k égale 1, on suppose que c'est vrai à l'ordre k, puis ensuite on fait f moins lambda j identité de ce truc-là, donc ça fait ça, fois f moins lambda j identité en x qui vaut lambda moins lambda j x, et donc en multipliant ça fait lambda moins lambda j à la puissance k plus 1 x, et donc voilà, ça marche par une récurrence facile. Donc si x appartient à fj, bah, j'ai quoi? J'ai f moins lambda j identité à la puissance dj, mj plutôt. Oui, il appartient à fj. Donc, ça fait à la puissance mj. Pourquoi mj? Bah oui, mj qui va être égal à 0, oui, parce que c'est là. Et donc, ça fera... oui, ça fait f moins lambda j identité, si je remplace k par mj, ça fait f moins lambda j identité à la puissance mj de x qui est égale à 0, et ça veut dire donc que c'est lambda moins lambda j à la puissance mj fois x qui est égal à 0, et comme x est différent de 0, ça veut dire que lambda moins lambda j va être nul, et donc lambda est égal à lambda j. Donc ça veut dire que si je prends lambda une valeur propre de fj, c'est forcément lambda j. Donc en fait, fj il a une seule valeur propre, c'est lambda j. Et donc comme ici les valeurs propres sont sur la diagonale, ça veut dire que lambda j pour la matrice mj va se retrouver dj fois sur la diagonale. Donc c'est une valeur propre d'ordre dj, et parce que le polynôme caractéristique de fj, ça va donc être lambda j moins x à la puissance dj. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc le polynôme caractéristique de fj, c'est lambda j moins x à la puissance dj. Alors, le polynôme caractéristique de f, c'est le produit de ces polynômes-là. Donc ça va être le produit de ça, mais en même temps, on sait que c'est le produit de lambda j moins x à la puissance mj. Et donc, il faut que ça soit égal, et donc chaque dj va être égal à chaque mj. Enfin, je veux dire, dj est toujours égal à mj, quel que soit j. Donc, on a démontré quoi? Que quel que soit j allant de 1 à p, la dimension de fj qui était dj, ben, ça va être mj. Et le polynôme caractéristique de fj qui était lambda j moins x à la puissance dj, c'est lambda j moins x à la puissance mj. Et la propriété est démontrée. On continue cette étude en gardant toutes les notations. Donc j'ai le sous-espace fj de dimension mj, de base bj, la base b de e qui est la somme directe des fj, mj la matrice de fj dans le sous-espace fj de base bj, et la matrice de f qui est la matrice bloc des mj. Alors, comme fj est égal à ker de f moins lambda j identité à la puissance mj, on a évidemment fj moins lambda j identité de fj à la puissance mj qui est égal à 0, et donc c'est un endomorphisme de fj qui est nilpotent d'ordre, je vais l'appeler alpha j, qui est inférieur ou égal à mj. Et ces deux noyaux sont automatiquement égaux. Mais celui-là, c'est exactement l'ensemble des... C'est en fait l'ensemble des x appartenant à fj qui vérifie fj moins lambda j identité de fj en x, enfin puissance mj en x est égale à 0, c'est-à-dire c'est l'ensemble des x
qui appartiennent à FJ et qui vérifient f moins lambda j identité puissance mj en x est égal à 0. Autrement dit, c'est cette intersection-là. Et cette intersection-là, c'est exactement fj, puisque ça, c'est fj. Donc, le noyau de f moins lambda j identité de e à la puissance alpha j, qui est inclus dans le noyau de f moins lambda j identité de e à la puissance mj. Ça, c'est parce que alpha j est inférieur ou égal à mj. Et ça, c'est égal à fj. Donc, le noyau de ker de f moins lambda j identité de e à la puissance alpha j, eh bien, qui est égal à fj, va être égal à ker de fj moins lambda j identité de fj à la puissance alpha j, hein, puisque ça c'était égal à fj et ça c'est égal à fj. Donc ils sont égaux. Mais ça, c'est égal à ça. D'accord? Ça, c'est ici. D'accord? Et ça, c'est égal à fj. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ker de f moins lambda j identité de e à la puissance alpha j, ker de fj moins lambda j identité de fj à la puissance alpha j, ker de fj moins lambda j identité de fj à la puissance mj, ou ker de f moins lambda j identité de e à la puissance mj, tout ça c'est égal et c'est égal à fj. Donc soit P, le polynôme pi de 1, produit de 1 à P des x moins lambda j à la puissance alpha j, que j'appelle Pj. Si P est égal à 1, bah, J est égal à 1 et on prend Q égale 1, et sinon on prend Q qui est le produit des pk sauf J. Et bien dans les deux cas, on a Pf de x qui est égal à Q de f. P si vous voulez, c'est Q rond Pj. Donc Pf dans x, ça va être Q de f rond P de f rond Pj de f en x. Donc ça fait Q de f de Pj de f de x. Mais sauf que ça vaut 0. D'accord? Ça vaut 0 si x appartient à fj. Parce que si x appartient à fj, c'est justement qu'il appartient au noyau de Pj de f. Donc ça vaut 0, et Q de f c'est un endomorphisme, donc Q de f de 0, ça fait 0. Si x appartient à fj. Hein? Donc E, c'est le produit, c'est la somme directe des FI. Donc, comme PF de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à FI, ça va être vrai aussi, quel que soit x appartenant à E, parce qu'on décompose x en une somme de xj, chacun appartenant au fj. Et donc, quand je vais faire P de f de x, ça va faire somme des P de f de xj, ils sont tous égaux à 0, et donc ça fera 0. Donc ça veut dire que P de f est égal à 0, et donc P min va diviser P. C'est-à-dire ce polynôme-là. Donc P min, ça va être un pi de produit de 1 à P des x moins lambda j à la puissance bêta j, avec bêta j qui sera donc compris entre 1, alors compris, on sait que, parce que dans les racines de P min, c'est exactement les racines du polynôme caractéristique. Donc on est sûr que bêta j est supérieur ou égal à 1, et évidemment il faut qu'il soit inférieur ou égal à alpha j. Bien dans ce cas-là, E qui est égal au noyau de P min de f va être égal à la somme directe des kers de f moins lambda j à la puissance bêta j. Pourquoi? Parce que ces polynômes-là sont tous premiers entre eux. D'accord? Mais on sait aussi que E, c'est la somme directe qui est égale à ker de PF, va être aussi égale à la somme directe des kers de f moins lambda j à la puissance alpha j, parce que là aussi, ces polynômes sont tous premiers entre eux 2 à 2. Et ça, cet ensemble-là, c'est exactement fj. D'accord? Donc, comme bêta j est inférieur ou égal à alpha j, eh bien, je vais avoir ker de f moins lambda j identité à la puissance bêta j qui est inclus dans ce noyau-là, qui est égal à fj. D'accord? Donc, ker de f moins lambda j identité de e à la puissance bêta j
va être égal à FJ, oui, parce que celui-là, il faut qu'il soit inclus dans celui-là, donc sa dimension va être inférieure ou égale à la dimension, mais il faut bien voir que la somme des dimensions de cela est égale à la somme des dimensions de cela. Donc, donc à chaque fois, les deux dimensions sont égales, et donc les sous-espaces sont égaux. Et donc, celui-là est égal à FJ. Voilà. Donc, puisqu'ils sont égaux, ça va me dire que f moins lambda j, identité de E à la puissance bêta j en x, va être égal à 0, quel que soit x appartenant à fj. D'accord? Donc, ça veut dire que fj moins lambda j, identité de fj à la puissance bêta j est égal à 0. Et donc ça implique que bêta j est supérieur ou égal à l'ordre de cet endomorphisme nilpotent, ordre qui est égal à alpha j. Voilà. Mais j'avais alpha j qui était inférieur ou égal à bêta j. Donc les deux sont égaux. D'accord? Et donc mon polynôme minimal qui est égal à ça, ben, je peux dire qu'il est égal à produit de 1 à p dx moins lambda j à la puissance alpha j. La conclusion de tout ça, quand j'ai un espace de dimension n, où f un endomorphisme de A, une matrice, le résultat est le même pour la matrice ou pour l'endomorphisme, d'ordre n, avec un polynôme caractéristique qui est scindé et qui est comme ça. Donc un polynôme minimal qui est scindé aussi et qui est comme ça. Eh bien, noyau de f moins lambda j identité de E à la puissance alpha j est égal à noyau de f moins lambda j identité de E à la puissance mj. C'est ce qu'on appelle les sous-espaces caractéristiques de lambda j. Donc est égal à fj, donc le sous-espace caractéristique, qui est de dimension mj. Ça, on l'avait démontré avant. D'accord? La somme directe E est la somme directe des fj. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, fj moins lambda j identité en fj est nilpotent d'ordre. Alors, il était nilpotent d'ordre, je ne sais plus, si, d'ordre alpha j. Hein, donc, il est nilpotent d'ordre alpha j, où fj est la restriction de f à fj. Oui, parce que ici, pour le polynôme minimal, d'accord, normalement c'était bêta j, mais j'ai démontré que bêta j est égal à alpha j. Donc j'ai bien tout ce résultat qui est un résultat important sur le polynôme minimal et puis les sous-espaces caractéristiques. On va faire là un petit peu de théorie spectrale, très rapidement. On est en dimension finie, f est un endomorphisme de E. On suppose que son polynôme caractéristique est scindé. Son polynôme minimal est égal à pi de 1 à p dx moins lambda j à la puissance alpha j. Donc ça, je vais l'appeler pj, donc c'est le produit des pj. D'accord? Et je vais appeler qj, je suppose p supérieur à 1, parce que sinon c'est pas intéressant pour ce qu'on va faire après. qj, ça sera le produit des pj, mais non, le produit des pk pour k différents de j. D'accord? Donc les qj sont premiers entre eux dans leur ensemble parce qu'ils n'ont pas de facteur en commun. Il n'y a pas de x moins lambda k à la puissance k commun à tous les qj. Et donc je peux appliquer le théorème de Bezout et dire qu'il existe des polynômes RJ tels que somme de 1 à p des RJQJ est égale à 1. Et en divisant par P min, donc je considère la fraction rationnelle 1 sur P min, eh bien j'obtiens qu'elle est égale à la somme des RJQJ sur P min, seulement P min c'est le produit des PJ. Donc quand je fais, en fait P min c'est PJ fois QJ. Donc quand je fais QJ sur P min, je trouve 1 sur PJ. Et donc ça me dit comment je peux trouver les RJ. Il suffit que je m'intéresse à la fraction rationnelle 1 sur P min et je la décompose en éléments simples et comme ça je vais retrouver les fameux RJ. Voilà. Alors, soit PJ, la projection dans E sur FJ, FJ c'est kerbe PJ de F, hein, suivant F'J, qui est la somme directe de tous les FK, K différents de J. Il
faut bien voir qu'on sait que E, c'est la somme directe de tous les FJ. Hein, donc, ça va être la somme directe de E et de... Non, ça va être la somme directe de FJ et de F'J. D'accord? Donc, je vais faire la projection sur FJ suivant F'J. Je peux, puisque somme directe de FJ et de F'J est égale à E. Alors, ce F'J, là, j'observe aussi que c'est le noyau de QJ de F. En effet, si je reprends QJ de F, là, j'ai des cas différents de J. Ils sont tous produits entre eux, ces polynômes-là. Donc, ker de QJ de F, c'est la somme directe des kers de PK, de PK de F pour K différents de J. D'accord? Et les kers de PK de F, ce sont les FK. Donc, c'est exactement la somme directe des FK. Alors, je reviens à Bezout. J'ai donc somme de RJQJ est égale à 1. Et donc, j'applique à F et ça me fait somme de RJQJ de F est égale à l'identité. Je prends X appartenant à E. Et donc, j'ai X qui est égal à somme de 1 à P des RJQJ de F de X. Et j'appelle XJ ce vecteur-là. Et je vais montrer qu'il appartient à FJ. Alors, FJ, c'est le noyau de PJ de F. Donc, il faut que je prenne PJ de F de XJ et que je montre qu'il est égal à 0. Je l'appelle YJ. Il est égal à PJ de RJQJ de F. Alors, pourquoi? Parce que XJ, c'est ça. D'accord? Donc, moi, je calcule PJ de tout ça. Donc, PJ de XJ, c'est PJ de RJ de QJ de F. Hein? Et ça, je peux l'écrire comme ça, en multipliant, donc, de X. Et je mets le RJ en tête, hein, et ça va donc faire RJ de F en PJQJ de F en X. Mais PJQJ, c'est P-min. Donc ça, c'est P-min de F qui vaut 0. En X, ça vaut 0. Et donc, ça fera RJ de F en 0 qui vaut 0, parce que RJ, c'est un polynôme en F. Donc, RJ de F est un endomorphisme de E. Donc, ça nous fait bien que XJ appartient à FJ. C'est ce qu'on voulait démontrer. Alors, X est la somme de 1 à P des XJ, d'accord? Et ça, c'est bien suivant la somme directe des FJ. Et donc, j'en déduis que XJ, c'est la projection, hein, puisque ça, je peux dire que c'est XJ plus la somme des autres, bah, elle appartient à F'J. Donc XJ, c'est bien la projection de X, hein, c'est PJ de X, voilà, quel que soit X appartenant à E. Et PJ, eh bien, et du coup, PJ de X, ça va être ça. D'accord? Donc PJ, c'est RJQJ de F. Voilà. Et donc ça montre que la projection sur FJ suivant F'J, eh bien c'est un polynôme de l'endomorphisme F. Ça, c'est à retenir, ça va nous servir dans une démonstration pour l'unicité de la décomposition d'une forme. De plus, on vérifie facilement que si K est différent de J, puis K rempli J est égal à 0. En effet, si je prends un X appartenant à E, PJ de X, il appartient à FJ. Et si je prends un élément de FJ, pi K d'un élément de FJ, ben comme cet élément de FJ, il va appartenir à F, il va donc appartenir à F'K, hein, à F'K, et donc pi K d'un élément qui appartient à F'K, ben ça fait 0. Voilà. Voilà, je ne vais pas plus loin dans la théorie. Propriété. On suppose que E est un espace vectoriel de dimension finie, F un endomorphisme diagonalisable, grand F un sous-espace vectoriel de E qui est stable par petit f. Alors la restriction petit g de F à grand F est diagonalisable. Démonstration, le polynôme minimal de F n'a que des racines simples parce que F est diagonalisable. Il annule F, donc P' de F est égal à 0. Donc, il va annuler la restriction de F à grand F. Donc, P' de G est égal à 0. Le polynôme minimal de G
divise le polynôme minimal de f qui est scindé. Oui, parce que le polynôme minimal de g, enfin, P-min, c'est-à-dire le polynôme minimal de f ici, P-min de g est égal à 0. Donc ça veut dire que ce P-min, il annule g. Donc c'est un multiple du polynôme minimal de g. Donc le polynôme minimal de g divise le polynôme minimal de f. Mais le polynôme minimal de f, lui, il est scindé. Il est scindé parce que f est diagonalisable. Donc le polynôme minimal de g, qui est un diviseur d'un polynôme scindé, ben, il va être scindé aussi. C'est-à-dire qu'il n'a que des racines 5. Donc g est diagonalisable. Propriété suivante, E est un espace vectoriel de dimension finie, FG des endomorphismes diagonalisables qui commutent. Alors, ils sont diagonalisables dans la même base de E. Démonstration, donc on appelle lambda k les valeurs propres de f. On sait que E est la somme directe des sous-espaces propres de f parce que f est diagonalisable. On fixe k entre 1 et p et on prend x appartenant au sous-espace propre de la valeur lambda k. F de g de x, c'est f rond g de x, mais f rond g égale g rond f, donc c'est g rond f de x, donc g de f de x qui vaut lambda kx, hein, puisque x appartient à la ker de f moins lambda k identité, f de x est égal à lambda kx. Donc ça fait lambda k, comme g est linéaire, ça fait donc lambda k g de x. Et donc on voit que g de x est un vecteur, on voit que f de g de x est égal à lambda k g de x, donc que g de x appartient à nk, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda k. Donc ça veut dire que, et ça c'est quel que soit x appartenant à nk, donc nk est stable par g. Donc la restriction gk de g à nk est diagonalisable parce que g est diagonalisable et en utilisant la propriété qu'on a vue avant. Soit bk, une base de nk, formée donc de vecteurs propres pour gk. Les vecteurs de bk sont des vecteurs propres de g, donc, hein, puisque ce sont des vecteurs propres de gk, mais aussi des vecteurs propres de f, parce que tous les vecteurs, parce qu'ils sont non nuls, comme étant des vecteurs propres de gk, ils sont non nuls et puis ils sont dans nk. Et tous les vecteurs qui sont dans nk vérifient f de x est égal à lambda kx. Donc ça veut dire que s'ils sont non nuls, ce sont des vecteurs propres. Donc les vecteurs de bk sont des vecteurs propres à la fois pour f et pour g. Après, si on fait la réunion des bases bk, compte tenu que E est la somme directe des nk, eh bien, B va être une base de E formée que par des vecteurs propres qui sont communs à f et g. Donc, effectivement, f et g sont diagonalisables dans cette base B. Propriété suivante, E est un C espace vectoriel de dimension n. Alors, si f et g sont des endomorphismes de E qui commutent, eh bien ils sont trigonalisables dans la même base de E. Bon, de toute façon, ils sont trigonalisables ou triangularisables parce qu'on a affaire à un C espace vectoriel. Donc, il y a des valeurs propres, il y en a même n, pas forcément différentes, hein, parce que le polynôme caractéristique possède n racines. Donc, alors comment démontrer ça? Bien, c'est assez long. Première étape, on va montrer que f et g ont un vecteur propre en commun. Et ensuite, ça nous servira à faire une récurrence, puisque la propriété se montrera par récurrence. Soit x un vecteur propre de f. Il en existe, puisqu'on a affaire à un C espace vectoriel, et que f est donc automatiquement triangularisable. Donc ne serait-ce que dans cette matrice triangulaire, le premier vecteur, là, c'est un vecteur propre. Donc x est un vecteur propre, il vérifie f de x égale lambda x avec x différent de 0. Et puis là, je refais ce que j'ai fait ici. F rond g de x, c'est-à-dire, enfin f de g de x qui est f rond g, donc g rond f de x égale g de f de x.
égale G de lambda x égale lambda G de x nous montre que G de x appartient à ce que j'ai appelé E lambda. Alors E lambda, c'est-à-dire ker de f moins lambda identité, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Donc E lambda est stable par G. La restriction G lambda de G à E lambda admet un vecteur propre. Alors pourquoi est-ce qu'elle admet un vecteur propre? Tout simplement parce que E lambda, c'est aussi un C espace vectoriel. Donc il y a un vecteur propre pour G là-dedans. Bon. Donc ça va être un vecteur Y différent de 0, associé à une valeur propre mu. Et on a G lambda de Y qui est égal à lambda Y. Y appartient à E lambda. Bon, mais Y, il appartient à E lambda, donc il est aussi, comme il est non nul, il est aussi un vecteur propre de f, parce que comme il appartient à E lambda, il vérifie f de Y est égal à lambda Y. Donc ce fameux Y, là, c'est un vecteur propre qui est commun à f et à G. Donc l'étape 2, on va faire une récurrence sur la dimension n de l'espace vectoriel E. Premier cas, n est égal à 1. E est engendré par un vecteur E. La matrice relativement à cette base, eh bien, comme on est en dimension 1, c'est juste un élément, A11. La matrice de G, 1, 1, 1 aussi. Et donc on peut dire qu'elles sont triangulaires. On suppose que la propriété est vraie dans tout espace vectoriel de dimension n. Et on considère un espace vectoriel E de dimension n plus 1. On vient de démontrer dans l'étape 1 que f et g avaient au moins un vecteur en commun, que j'appelle E1. On va compléter E1 pour obtenir une base EI, I allant de 1 à n plus 1, de n plus 1 vecteur de grand E. Voilà. Alors, relativement à cette base, la matrice de F va être égale à... Alors, première colonne, c'est l'image de 1. L'image de 1, c'est lambda de 1. Donc ça va faire lambda avec des zéros. À côté du lambda, il va y avoir une ligne de n scalaire. Et en dessous, il va y avoir une matrice carrée d'ordre n. Idem pour G. Donc L, L', ce sont des lignes donc, de n éléments, et AB, ce sont des matrices d'ordre n. D'accord? Alors, maintenant, on regarde MF multiplié par MG. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme quand on multiplie normalement une matrice. Il va y avoir lambda mu plus L0 qui va faire lambda mu. Il va y avoir lambda L' plus LB. Alors, dire LB, ça a un sens, parce que L, c'est une matrice 1n. D'accord? Et B, c'est une matrice NN. Donc, on obtient bien une ligne 1n. Donc, c'est bon. Et puis, il va y avoir des zéros en dessous qui correspondent à mu fois 0 plus 0 fois A. Et puis enfin, il va y avoir L' fois 0 plus AB qui fait AB. Alors, tout ça, ça se démontre. Alors, si on veut rentrer dans les détails, parce que je ne l'ai pas fait dans le chapitre sur les matrices, donc cette ligne, grand L, j'appelle L1 jusqu'à Ln, L'1 jusqu'à Ln, A, AIJ, B, BIJ, la matrice de F, MIJ, la matrice de G que j'appelle M'IJ. Donc ça, c'est des matrices d'ordre n plus 1, alors que ça, c'est des matrices d'ordre n. Et j'appelle CIJ le produit de la matrice MF fois MG. Donc, je vais regarder un par un, enfin presque, ces éléments. C11, c'est la somme de K égale 1 à n plus 1 de M1K, M'K1. Mais pour K différent de 1, les M'K1, c'est les zéros qu'il y a ici. D'accord? Donc il va rester M11 qui vaut lambda fois M'M1 qui vaut mu. Donc ça fait lambda. C'est I plus 1, 1. Donc là, on est sur
la ligne i plus 1 de la première colonne. Alors, somme de k égale 1 à n plus 1, des mi plus 1 k, j'applique toujours les mêmes formules de la multiplication. m'k1, mais les m'k1 valent 0 dès que k est différent de 1, donc il va rester que k égale 1. Donc ça fait mi plus 1, 1 fois mu. Mais m plus 1, mi plus 1, 1, ben c'est un des zéros de cette colonne. Donc ça fait, fois mu, ça fait 0. Donc ici, j'ai bien, là j'ai démontré ça, j'ai démontré le 0. Maintenant j'attaque le plus dur, c'est celui-là. Donc celui-là, il correspond à des C1, J plus 1. D'accord. Donc là, J commence à 1, bien sûr. Hein. Donc ça fait somme de k égale 1 à n plus 1, des m1k, m'k, J plus 1. Donc je sépare le premier, c'est m11, m'1, J plus 1, plus somme de 2 jusqu'à n plus 1 de ces trucs-là. Alors ça, je vais faire une petite translation, et je vais dire que c'est somme de 1 à n, des m1, bah, k plus 1, m'k plus 1, J plus 1. Les m1, k plus 1, bah, c'est les lk, hein, parce que on est sur la première ligne de m, à la colonne K, ça correspond exactement à LK. Et puis quant à ça, bah, c'est exactement BKJ. Donc c'est la somme des LK, BKJ. Et ça, c'est exactement l'élément de la première ligne, c'est la première ligne et colonne J de cette matrice-là. De cette matrice-là. D'accord ? En effet, ça correspond à colonne J, donc lambda L'J, d'accord. Et puis, quand je multiplie LB, eh bien, ligne 1, ça fait LK, et pour B, BKJ. Donc ça fait exactement ça. Et là, j'ai démontré ça. Enfin, le dernier, c'est I plus 1, J plus 1, somme de k égale 1 à n plus 1 des mi plus 1 k, m'k, J plus 1. Donc le mi plus 1, 1, donc quand je fais k égale 1, celui-là il vaut 0, donc ça fait 0. Hein. Et donc je commence de k égale 1 à n. Alors, en fait, non, il reste le k égale 2 à n plus 1, mais je fais une translation encore. Et donc, ça fait une somme de k égale 1 à n, des mi plus 1, k plus 1, m'k plus 1, j plus n, sauf que, oui, c'est ça. Et donc, ça me fait somme de k égale 1 à n. Alors, c'est quoi mi plus 1, k plus 1? C'est ik. M'k plus 1, J plus 1, bah c'est exactement BKJ. Et donc j'ai la somme de K égale 1 à N des AIK BKJ. Et ça, c'est le produit d'indice, c'est l'élément d'indice IJ dans la matrice A fois B. Et donc j'obtiens bien la matrice A fois B ici. D'accord? Voilà. Donc MF fois MG est bien égal à ça. Alors de la même façon, il suffit de remplacer lambda par mu, L' par L, A par B. Eh bien, j'ai LG fois MF qui est égal à ça. Mais F rond G est égal à G rond F, donc les deux matrices sont égales. Et donc, ça implique que A fois B est égal à B fois A. Mais, d'après l'hypothèse de récurrence, dans C puissance n munies de la base canonique, les endomorphismes associés à A, B et à A et B, je veux dire, sont trigonalisables dans une même base, car si j'appelle F1, G1, ces deux endomorphismes qui sont liés, comme AB est égal à AB, j'ai F1 rond G1 qui est égal à G1 rond F1. D'accord? Donc, effectivement, ils sont trigonalisables dans une même base Bn. Donc, je prends cette base-là et je dis, alors attention, hein, là je suis dans C à la puissance n. Hein. Il existe, d'après ce résultat, donc il existe une matrice
inversibles, bien sûr, puisqu'ils sont triangularisables. J'ai une matrice inversible Q, et j'ai des matrices triangulaires TT', telles que A est égal à QT, Q-1, B égale QT', Q-1. Et à ce moment-là, oui, je considère la matrice P qui est égale à ça. D'accord? Colonne de 0, ligne de 0. Alors P-1 va être égal à ça. Alors comment être sûr qu'il est égal à ça? Ben, il suffit de vérifier. Alors la vérification, c'est exactement... Cette matrice est de ce type-là. D'accord? De ce type-là, pardon. Cette matrice est de ce type-là. Donc on a les mêmes résultats. Et quand je fais les résultats en multipliant ces deux matrices, je vais avoir quoi? Lambda mu qui va me faire 1 fois 1. D'accord? Ensuite, je vais avoir des zéros en bas, bien sûr. Des zéros, alors, le lambda L' plus LB, ben comme L' il vaut 0 et puis que L vaut 0, ben ça va me faire 0. Puis le AB, il est remplacé par Q-1, d'accord? Et qui fait l'identité IN. Donc je vais obtenir 1 et puis IN. Ça me fait exactement IN plus 1. D'accord? Donc, P-1 MFP va être égal à P-1 MF, c'est-à-dire ça, P, c'est-à-dire ça. Alors, ça fois ça, ben, même calcul qu'ici. Ça va me faire, c'est exactement le même calcul, hein. Ça va me faire lambda fois 1, des zéros en dessous, ben, des zéros à côté, parce que là j'ai une ligne qui est nulle, mais attention, je vais quand même avoir LQ qui va rester. Hein. L' est nul, mais je vais avoir le LB qui est ici LQ. Donc LQ. Et puis ici, je vais avoir AQ. Puis maintenant, je multiplie par ça. D'accord? Voilà. Alors ça, il faut bien voir que c'est une ligne. Donc j'applique encore la même formule. Lambda fois 1, d'accord? Des zéros en dessous. Ici, ces deux-là, ben, LQ par 1, LQ, mais 0 par AQ, ben 0. Q-1, AQ. D'accord? Voilà, Q-1 AQ. Et donc, Q-1 AQ, Q-1 AQ, c'est T. D'accord? Ça, c'est exactement la matrice lambda T LQ, peu importe, 0. Donc, elle est triangulaire. P-1 MFP est triangulaire. De la même façon, P-1 MGP va être égal à... Alors, le lambda est remplacé par mu, bien sûr. Le LQ est remplacé par L'Q. D'accord? Et le T est remplacé par T'. Et elle aussi est triangulaire. Donc, F, G sont triangularisables, hein, dans la base Bn plus 1, qui est la base que j'avais pris. Alors, E, il n'a pas changé, mais j'avais changé la base pour C puissance n ici, et j'avais pris B. Donc, dans cette base-là, eh bien, mes deux endomorphismes sont triangularisables, et la propriété est démontrée. Nous voyons maintenant le théorème de la décomposition de Linford. E est un K-espace vectoriel de dimension n. F un endomorphisme de E qui a un polynôme caractéristique scindé, c'est important. Alors il existe un unique couple Dn d'endomorphisme de E, tel que D est diagonale, n nilpotent, F égale D plus n, et D rond n égale n rond D. Existence, je considère le polynôme minimum de F, qui est P min égale produit de 1 à P des PJ, où les PJ sont des x moins lambda j à la puissance alpha j. Les lambda j, c'est les valeurs propres de F. Fj, le noyau de PJ de F, c'est-à-dire de F moins lambda j identité à la puissance alpha j. Fj, la restriction de F à Fj. E, la somme directe des Fj, parce que ça, on l'a démontré. Hein, on sait que E est la somme directe des Fj. Et on considère les projecteurs PJ. Donc PJ, c'est le projecteur sur FJ suivant la somme directe des FK, K différents de J. Eh bien, on a vu que les PJ sont des polynômes TJ de F, donc des polynômes en F. Et si X appartient à E, XJ est égal à PJ de X appartient donc à FJ.
et j'ai f de x qui va être la somme des... x va être la somme des xj, donc f de x la somme des f de xj, hein, de 1 à p, et f de x va donc être égal à la somme de 1 à p des f rond pj de x, c'est-à-dire somme de 1 à p des fj, puisque f, f de xi c'est fj de x, f de xj c'est fj de xj. Donc ça me fait somme des fj rond pj. Alors justement, fj moins lambda j identité de fj, que j'appelle hj, d'accord? En fait, c'est la restriction de f moins lambda j identité à fj. Or, je sais que fj, c'est le noyau, hein, fj, c'est le noyau de pj de f, d'accord? Donc, ça veut dire que f moins lambda j identité à la puissance alpha j, il est nul sur fj. Autrement dit, fj moins lambda j identité de fj à la puissance alpha j, c'est égal à 0. Donc, hj est nilpotent d'ordre alpha j. Voilà. Alors, f, lui, j'enlève les x maintenant. Ça, c'est vrai, quel que soit x. C'est la somme de 1 à p des lambda j. Alors, des lambda, je remplace le fj par lambda j identité de fj plus hj, rond pi j. Et je développe. Ça fait somme de 1 à p des lambda j. Alors, identité de fj rond pi j, ben, ça fait pi j, bien sûr, plus somme de 1 à p des hj rond pi j. D'accord? Alors, la première somme, je l'appelle d, la seconde, je l'appelle n, et je vois tout de suite que d est un polynôme en f, parce que c'est une somme de polynômes en f. D'accord? Et comme c'est un polynôme en f, il va commuter avec f. Donc, d rond f est égal à f rond d. Au passage, hein, parce que j'en aurai besoin après. D est une matrice diagonalisable. Alors, D est une matrice diagonalisable. Bah, je prends une base BJ de FJ. Hein, je considère l'union de toutes ces bases BJ. Ça me fait une base B de E. Et évidemment, D, la restriction de D à FJ, c'est en fait une homothétie de rapport lambda j. D'accord? Donc, et ça on l'a déjà vu, quand je vais prendre la matrice de D dans la base B, je vais avoir les matrices successives de D dans chacun des FJ, et donc ça va me faire, comme ces matrices sont des matrices diagonales, et bien en tout, la matrice de D dans cette base-là va être une matrice diagonale avec lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 2, etc. jusqu'à lambda p, lambda p. Voilà. Et puis, n est nilpotente. Alors, pourquoi est-ce que n est nilpotente? Bien, si je prends la restriction de n à fj, c'est aj. D'accord? Or, je sais que aj à la puissance alpha j est égal à 0. D'accord? Alpha j est inférieur ou égal à n. Hein, je le sais, ça aussi. Parce qu'on est en dimension n. Bon, mais du coup, aj à la puissance n va toujours être égal à 0. D'accord? Ça veut dire donc que n à la puissance n sera égal à 0, puisque sa restriction de n puissance n, sa restriction à fj, c'est aj à la puissance n, et c'est nul sur chacun des fj. D'accord? Donc n à la puissance n est égal à 0, donc n est nilpotente. D, qui est égal à la somme de 1 à p des lambda j pi j, est une somme de lambda j tj de f, puisque j'ai vu que les pi j sont des polynômes en f. Et donc c'est un polynôme t que j'appelle t de f. D'accord? Donc d est un polynôme en f, ben voilà quoi. D c'est le polynôme tf. Alors n qui est égal à f moins d va être aussi un polynôme t' de f. Et donc d rond n qui est t fois t' de f va être égal à t' fois t de f est égal à t' de f rond t de f, ça fait n rond d, ça commute. J'aurais pu me contenter de dire que c'était la composition de deux polynômes en f. Voilà. Alors ça, bon, ça me donne bien l'existence. J'ai trouvé d diagonale, n nilpotent, f égale d plus n, et d rond n égale n rond d. Maintenant l'unicité, on suppose qu'on a la même chose avec un couple n1 et d1. Et maintenant, je considère D1 rond F. D1 rond F, c'est D1 rond
D1 plus N1 que je développe, ça fait D1 carré plus D1 rond N1. Ça fait D1 carré plus N1 rond D1, puisque ça commute D1 et N1. Et donc ça fait D1 plus N1 rond D1. Et donc ça fait F rond D1. Donc F et D1 commutent. Donc D1 commute avec F, donc D1 va commuter avec tout polynôme en F. Donc notamment avec D, qui est un polynôme en F, et aussi avec N. Hein. Donc D et D1, puisqu'elles commutent, hein, et que D est diagonale, et que D1 est diagonal, non, D est diagonalisable, D1 est diagonalisable, D et D1 commutent, on a un théorème qui nous dit qu'alors on peut les diagonaliser dans la même base B' de E. D'accord? Et dans cette base, on va avoir évidemment D fois D1 égale D1 fois D, ça on le sait déjà, mais surtout on va avoir D1 moins D moins D1 qui va être diagonale. Hein, puisque dans la même base, elles sont toutes les deux diagonales, par soustraction, hein, on aura une matrice diagonale, d'accord? Et donc la diagonale de D moins D1, c'est la diagonale de D moins la diagonale de D1. Dans la base B'. Hein. Bon, l'important c'est de voir que D moins D1 est diagonalisable. Alors maintenant, je considère N rond N1, qui est donc F moins D, rond F moins D1, et je développe. Ça fait F au carré moins F rond D1 moins D rond F plus D rond D1. Donc ça fait F au carré moins D1 rond F, parce qu'on a vu que D1 et F commutaient. Moins F rond D, parce que F rond D, il commute aussi. Et donc ça fait, je change des ronds F en F rond D. Plus D1, D rond D1, on a vu que c'était D1 rond D. Là j'ai mis multiplié parce que je pensais matrice, hein, mais c'est pareil pour les applications linéaires, pour les endomorphismes. Et donc je trouve F moins D1 rond F moins D, c'est-à-dire N1 rond N. D'accord? N1 et N commutent. Alors maintenant je regarde N moins N1 à la puissance 2N parce que je vais montrer que N moins N1 est nilpotent. J'applique... alors comme il commute N et N1, c'est pour ça que je peux le faire, sinon je ne pourrais pas le faire. J'applique la formule du binôme de Newton et somme de k égale 0 à 2N. De N1, je peux ranger tous les N1 ensemble, tous les N ensemble, et j'obtiens un truc comme ça. C'est-à-dire je peux déplacer les N ensemble et les N1 ensemble. Parce que ça commute N et N1. D'accord? Et puis là, en fait, à chaque fois que je prends un k entre 0 et 2n, soit il est entre 0 et n, et à ce moment-là, 2n moins k est supérieur ou égal à petit n, c'est ça. Et donc, j'ai grand N à la puissance 2n moins k qui est égal à 0, parce que n est nilpotent avec un exposant qui est supérieur ou égal à n, donc ça fera 0. Et puis si k est supérieur ou égal à n, c'est n1 à la puissance k qui fera 0, puisque n1 est nilpotent et k est supérieur ou égal à n. Donc en fait, cette somme-là, c'est une somme de 0. Donc n1, ça veut dire que n moins n1 à la puissance 2n est égal à 0. Donc ça veut dire que n moins n1 est nilpotent. D'accord? Il est nilpotent, mais n moins n1 est égal à d1 moins d. Alors pourquoi? Parce que quand je fais passer d de ce côté-là, ça fait n plus d qui est égal à f, qui est égal à d1 plus n1 qui est égal à f aussi. D'accord? Donc j'ai n moins n1 qui est égal à d1 moins d. Bon. d moins d1, il est diagonalisable. D'accord? Et sur sa diagonale, il y aura donc des valeurs lambda. Et n moins n1, lui, il est nilpotent. D'accord? Il est nilpotent, et donc les seules valeurs propres, évidemment comme n moins n1 est égal à d1 moins d, les valeurs propres de l'un sont exactement les valeurs propres de l'autre. Hein. Et là, ça veut dire que les valeurs propres de n moins n1, c'est 0. Il n'y a que 0 comme valeur propre. Et donc les valeurs propres de d1 moins d, c'est 0. Ça veut dire que sur la diagonale de d moins d1, il n'y a que des 0. Donc ça veut dire que d est égal à d1. Et si d est égal à d1, évidemment, ça implique que n est égal à n1. Ah c'est bon, c'est ce que je voulais démontrer l'unicité.
N1 égale N, D1 égale D. Et on a démontré le théorème de décomposition de Dunford. Exemple de calcul de puissance d'une matrice. On prend la matrice A, son polynôme caractéristique qu'on calcule, on développe par rapport à ce pivot et on va trouver 1 moins lambda facteur de lambda 2 moins 1, c'est-à-dire moins lambda moins 1 carré, lambda plus 1. Donc 1 est une valeur propre d'ordre 2 et moins 1 une valeur propre d'ordre 1. On cherche le noyau de f moins l'identité, donc pour la valeur propre 1. Donc on fait moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4x plus 6y moins 2z égale 0. Ici ça nous fait 0 égale 0. Ici 4x moins 6y, donc là on fait 3 moins 1 plus 2z égale 0. Ce qui équivaut à ça, et donc à dire que x, y, z, que je peux écrire xy moins 2x plus 3y égale x fois 1, 0, moins 2 plus y fois 0, 1, 3, si bien que ce noyau est engendré par ces deux vecteurs-là. On cherche maintenant ker de f plus identité. Alors j'ai bien mis f de moins identité hein, et f de plus identité parce que en fait, donc ce sont les sous-espaces propres hein, que je recherche. D'accord ? Donc pour f plus identité, donc je fais moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2x plus 6y moins 2z égale 0. Là ça fait 1 plus 1, 2y égale 0. Et là ça fait 4x moins 6y plus 4z égale 0. On le simplifie, ça donne y égale 0, z égale moins x. Donc c'est engendré par ce vecteur-là. Donc ça c'est f ou f1, si vous voulez. Et là, c'est f-1. Et A est diagonalisable puisque la valeur propre d'ordre 2 a un sous-espace propre de dimension 2. La valeur propre d'ordre 1, elle a un sous-espace propre de dimension 1. Voilà, donc elle est diagonalisable. Donc elle est semblable à cette matrice D, qui est égale à ça. Alors au passage quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là dans la décomposition de Döndorf, n vaut 0. N vaut 0. J'ai affaire à une matrice diagonalisable, voilà, et n est égal à 0. P lui, et bien, P va être égal, je prends ces vecteurs-là, si je fais un changement de base, pour passer de A à D, la matrice de changement de base elle va être donnée par ces vecteurs-là. D'accord? Donc c'est exactement ça. Et j'ai A égale P, D, P-1. Donc si je veux calculer A puissance n, on le fera tout à l'heure. Ça fait PD puis P puissance moins 1 à la puissance n. Ça fait P, D puissance n, P puissance moins 1. C'est assez facile à calculer comme ça. Alors maintenant on va le faire avec la théorie spectrale. Le P min, c'est x moins 1, x plus 1. Puisque f est diagonalisable. Donc ça, x moins 1, c'est à la fois P1 et Q moins 1. Et x plus 1, c'est à la fois P moins 1 et Q1. Et 1 sur P min, si je décompose 1 sur x moins 1, x plus 1, ça fait ça. Donc ça correspond à ce que j'avais appelé R1. Et ça correspond à ce que j'avais appelé R moins 1. Et on devait avoir R1 Q1 plus R moins 1 Q moins 1 égale 1. Bon, je vous laisse vérifier qu'on l'a bien. Alors, toujours, c'est ça la difficulté de cette méthode, c'est qu'il faut se souvenir des formules. Hein. Toujours avec ce qu'on avait vu précédemment, la projection sur F1, projection pi1, suivant F-1 ici, eh bien elle est donnée par R1Q1 de F. Donc R1 c'est 1,5 et Q1 c'est quand je remplace ici F plus identité. D'accord? Donc ça fait ça. Et puis moins 1 c'est R-1 Q-1 de F. Donc ça va faire moins 1,5. Et puis Q-1 c'est F moins identité. Voilà. Alors si je fais la matrice, oui, F c'est 1 fois, oui parce que
sur l'espace F1, F est égal à l'homothétie de rapport 1. Donc c'est 1 rond pi 1. Et sur l'espace F-1, l'homothétie de rapport moins 1. Plus moins 1 pi moins 1. Et donc F puissance n, ça va être 1 puissance n, mais ça fait 1, pi 1, plus moins 1 puissance n, pi moins 1. Voilà. Alors, la matrice de pi 1. Ben, la matrice de pi 1, je fais F plus identité, donc c'est-à-dire A plus identité, je divise par 2. Je trouve ça. Celle de pi moins 1, je fais F moins identité et je divise par moins 2. Je trouve ça. Je laisse faire le calcul. Et donc A puissance n va être égal à cette matrice-là, fois 1, donc cette matrice-là, plus moins 1 puissance n fois celle-là. D'accord? Alors, je vérifie que je trouve le même résultat avec cette formule. Donc là, évidemment, il faut que je calcule P d puissance n, P moins 1. Alors, P moins 1, bon, avec les cofacteurs, on trouve P moins 1. Hein. Je fais le début. Hein. Par exemple, pour 1, le cofacteur, ça va être 1 fois moins 1, moins 3 fois 0, donc ça va être moins 1. D'accord? Ici, le cofacteur, c'est moins 3. Et je change en signe 3 et je le mets ici. D'accord? Etc. Bref. Oui, et le déterminant, au passage, il est égal à moins 1 plus 2, c'est-à-dire il est égal à 1. Donc c'est 1 sur 1 fois ça. Bref, je trouve P moins 1. Si je calcule P, donc P c'est ça, hein, D puissance n, ben D puissance n c'est 1 puissance n, 1 puissance n moins 1 puissance n, fois P moins 1. Alors je calcule d'abord ça, je vous laisse faire le calcul. Puis ça fois ça, et je trouve ça. Eh bien si je compare ça et puis ça, je vois aisément que c'est la même chose. Alors maintenant, ça me permet de calculer l'exponentielle de la matrice A. L'exponentielle de la matrice A, ça va être, c'est la somme des A puissance n sur factoriel n. Donc ici, quand ça fait cette matrice-là, multipliée par la somme des 1 sur factoriel n, qui fait E. Donc ça fait E fois cette matrice. Puis là, ça fait cette matrice-là multipliée par la somme des moins 1 puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire exponentielle moins 1. Donc, l'exponentielle de la matrice A, ça va être ça. Voilà un exemple d'utilisation. Deuxième exemple, avec la matrice A, on calcule son polynôme caractéristique, c'est très facile, notamment grâce à ici, on pourra factoriser 1 moins lambda. Et on trouve ça, je ne fais pas le calcul, pour lambda égale 1, moins 4x plus 7y moins 2z égale 0, y égale 0, puis ça, qui équivaut à ça. On trouve une dimension de dimension 1, donc le sous-espace propre de la valeur propre 1 est de dimension 1, alors que c'est une valeur propre d'ordre 2. Donc l'endomorphisme et la matrice ne sont pas diagonalisables. On calcule à ce moment-là le noyau de A moins I au carré, qui va être en fait le sous-espace caractéristique de la valeur propre 1. Donc A au carré, ça donne ça, et son noyau, ça fait 8x moins 2y plus 4z égale 0, c'est-à-dire z égale moins 2x plus 3y. Donc x, y, z égale xy moins 2x plus 3y, et je sépare en deux, et j'obtiens ainsi une base, alors composée de ce vecteur-là, que j'avais déjà, et puis d'un autre vecteur. J'appelle U1, U2, U1, U2. Ensuite, alors, le polynôme minimal, comme 1 est d'ordre 2, mais que c'est pas diagonalisable, ça va être lambda moins 1 au carré fois lambda plus 1, c'est-à-dire ça va être le polynôme caractéristique, et enfin l'opposé du polynôme caractéristique si je veux avoir le coefficient en x au cube égale à 1. Et puis F1, donc le sous-espace caractéristique de 1, il est engendré par ces deux vecteurs, U1, U2, et puis le sous-espace caractéristique, le sous-espace propre de moins 1, qui est aussi le sous-espace caractéristique,
Donc pour moins 1, ça va être caractérisé par moins 2x plus 7y moins 2z égale 0. 2y égale 0 et 4x moins 8y plus 4z égale 0. Je simplifie tout ça, je trouve y égale 0 et z égale moins x. Et donc ça me fait un vecteur U3. Et donc j'ai une base U1, U2, U3 de E. Alors f de U2, c'est-à-dire f de ce vecteur-là, je trouve que c'est égal à ça et que ça correspond à U1 plus U2. Donc dans la base U1, U2, U3, U1 a pour coordonnée U1, parce que c'est un vecteur propre. U2, je viens de lire U1 plus U2, et U3, moins U3, puisque c'est un vecteur propre. Alors, changement de base, A égale PT, P-1, avec P qui est égal à ça, coordonnées de U1, de U2 et de U3. Alors, T, cette matrice triangulaire, c'est quoi? C'est la matrice diagonale qui est comme ça, donc c'est celle-là, hein, plus celle-là, qui va être nilpotente. Alors effectivement, si je calcule m au carré, ça fait 0. Donc quand je vais calculer t à la puissance n à l'aide de la formule du binôme de Newton, eh bien, je vais trouver quoi? Je vais trouver somme des k parmi n, m à la puissance k fois t fois ça à la d, je vais l'appeler d à la puissance n moins k. Seulement, m puissance k, il est égal à 0 à partir de 2. D'accord? Donc en fait, je vais trouver ça à la puissance m, plus le deuxième coefficient dans le binôme de Newton, c'est 1 parmi n, plus n fois cette matrice-là, à la puissance n-1 fois celle-là. D'accord? Et donc, je regroupe les coefficients. Alors, quand je calcule ça, que je multiplie par n, ça fait 0, n, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et je rajoute ça qui fait 1 puissance n, 1 puissance n, 1 et moins 1 à la puissance n. Et je vais trouver cette matrice. D'accord? Alors ensuite, comme A est égal à PT, P-1, A puissance n va être égal à PT puissance n, P-1. Alors je calcule P fois T puissance n qui est là fois P-1. Alors ça fois ça, ça fait ça. Et quand je calcule ça fois ça, ça fait ça. Voilà. Je vous laisse faire les calculs. Alors avec ça, je peux calculer l'exponentielle de A. Alors il y a les n qui sont un peu embêtants. Bon, la somme des n sur factoriel n quand n va de 0 à plus l'infini, c'est pareil que la somme de 1 à plus l'infini de 1 sur factoriel n-1, c'est-à-dire c'est pareil que la somme de 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n, et donc ça fait E. Donc ici, l'exponentielle de A, je vais trouver quoi? Je vais trouver moins E plus 2 exponentielle moins 1. Là, ça va me faire le 3, il va me faire un 3E. Et la somme des n sur factoriel n, là, ça va me faire un E aussi. Donc 4E moins 3 exponentielle moins 1. Là, ça va me faire moins E plus exponentielle moins 1. 0, la somme des 1 sur factoriel n, ça fait E. 0. 2 fois E moins 2 exponentielle moins 1. Alors là, ça va faire moins 3E, mais celui-là, moins 2 fois, j'ai dit E, ça fait moins 5E plus 3 exponentielle moins 1. Et ici, 2E moins exponentielle moins 1. Et voilà l'exponentielle de la matrice A. Donc on continue sur la réduction des matrices par un autre exemple. Matrice A, polynôme caractéristique qu'on développe par rapport à la première colonne, 2 moins lambda fois ce déterminant, plus une fois celui-là. Bon, il y a un petit peu de calcul et on arrive à moins lambda moins 1 au cube, autrement dit, 1 est l'unique valeur propre d'ordre 3. Son sous-espace propre, donc on fait x moins y plus z égale 0, y plus 2z égale 0, x moins 4y moins 2z égale 0. On simplifie et on trouve que c'est une droite engendrée par le vecteur moins 2, moins 1, 1 qu'on appelle U1. Donc elle n'est pas diagonalisable puisque c'était une valeur propre d'ordre 3. A moins i carré et a moins i au cube est égal à 0. Je vous laisse faire le calcul. On cherche parce qu'on veut jordaniser. U2 tel que f de U2 est égal à U1 plus U2. Donc j'obtiens ça qui me donne ça, puis ça.
Et là, je prends z égale moins 1 par exemple. Et donc en prenant z égale moins 1, ça fera y égale 0. Z égale moins 1, ça fait x égale moins 1. Et donc ça convient. Maintenant, on va chercher u3, tel que f de u3 égale u3 plus u2. Donc, on recommence le même genre de calcul. Si je prends z égale 0, ça fait y égale 0 et x égale moins 1 convient donc. Et j'obtiens comme ça une base u1, u2, u3. C'est bien une base, hein, parce que la matrice de ces trois vecteurs, c'est donc moins 2, moins 1, 1, moins 1, 0, moins 1 et moins 1, 0, 0. C'est facile de vérifier que, par exemple, en prenant cette ligne-là, le déterminant, il va être égal à moins 1. Différent de 0, je calcule P-1 avec les cofacteurs. Et je sais que dans cette base B, f de U1 est égal à U1, f de U2, j'ai tout fait pour qu'il soit égal à U1 plus U2, f de U3 à U2 plus U3, donc j'ai bien une matrice de Jordan. Et j'ai A qui est égal à PT P-1, donc A puissance n, parce que je vais maintenant calculer A puissance n. Donc A puissance n est égal à P, T puissance n, P-1. Alors, il faut quand même calculer T puissance n, c'est pas si facile que ça. Donc T, il est égal à I, hein, j'enlève donc tous les 1 qu'il y a sur la diagonale, plus cette matrice-là, n. Alors n2, ça fait ça, et puis n3, ça fait 0, bien sûr. Donc si j'applique le binôme de Newton, T puissance n, c'est I plus n à la puissance n. Ça va faire I plus 1 parmi n, n, plus 2 parmi n, c'est-à-dire n moins 1 sur 2, n au carré. Puis après, bah, n au cube, il fait 0 et tous les autres valent 0. Donc j'ai A puissance n qui va être égal à... Alors là, il faut que je multiplie par P et P-1. Donc P, identité P-1, mais ça fait identité, plus NP, N, P-1, plus n 1 sur 2, P, N2, P-1. Voilà. Bon, il y a un petit calcul à faire de P, N, P-1, ça donne cette matrice. Et de P, N au carré, P-1, ça donne cette matrice. Et donc, quand je fais I plus N fois ça, plus N, N-2, N, N-1 sur 2 fois ça, eh bien, j'obtiens cette matrice dont les coefficients sont des polynômes en N, des polynômes du second degré en N. D'accord ? Alors maintenant, on va terminer en calculant l'exponentielle de la matrice. Alors, l'exponentielle de la matrice, c'est exponentielle de... Oui, alors il faut que je fasse des sommes de A puissance n sur factoriel n, ce qui revient à faire des sommes de I sur factoriel n. Bon, bah, ça fait EI. Hein. Et là, je vais faire des sommes de n sur factoriel n. Alors, des sommes de n sur factoriel n, pardon, ça fait des sommes de 1 sur factoriel n-1, de 1 à plus l'infini, donc ça fait des sommes de 1 sur factoriel n. Entre 0 et plus l'infini, ça fait 1. Il faut que je fasse aussi des sommes de n, n-1 sur factoriel n. Et donc ça fait somme de 2 à plus l'infini de 1 sur factoriel n-2, ce qui fait, par une petite translation, somme de 0 plus l'infini de 1 sur factoriel n, et ça fait aussi E. Donc, exponentielle A, ça va me donner, exponentielle I, j'ai déjà dit que c'était EI, plus les sommes de ce truc-là, ça va me faire E fois cette matrice, et puis là, les sommes de ce truc-là, ça fait E, mais il sera sur 2, fois cette matrice. Et quand je fais ce petit calcul-là, donc ça fait E sur la diagonale, des zéros partout ailleurs. Alors, prenons le premier terme, par exemple. Ça fait E sur la diagonale, plus ben, ça qui va faire E, plus le 2, là, il va se supprimer, et ça va faire E, ça fait 3E. Si je prends l'autre d'à côté, alors là, ce sera 0, donc ça fait moins E, et là, il va y avoir moins 3 fois la somme de ces trucs-là, c'est-à-dire moins 3E.
Donc moins E, moins 3E, moins 4E. Et puis je vais faire un troisième, 0, E, et là ça va faire moins E. Et donc ça fait 0, et je calcule comme ça tous les autres, et j'obtiens facilement l'exponentielle de la matrice A,